Bonjour à tous, je suis Marie-Charlotte Delfondo. Je vous ai fait une première vidéo sur la responsabilité du fait personnel et j'ai choisi de vous faire une seconde vidéo sur la responsabilité du fait des choses en 17 minutes, top chrono. L'introduction se déroulera en 4 points. En premier, l'origine de la responsabilité du fait des choses, puis le principe général de la responsabilité du fait des choses avec les conditions, ensuite des hypothèses particulières dans cette responsabilité du fait des choses toujours, et pour terminer, les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses. Nous allons commencer par l'origine de la responsabilité du fait des choses. Avec l'industrialisation, les accidents dus à des machines se sont multipliés. Dans ce type d'accident, il est souvent impossible de démontrer la faute personnelle à l'origine du dommage puisqu'il s'agit d'une machine. Or, s'il n'y a pas de faute, alors il n'y a pas d'indemnisation pour la victime. Il y a alors une nécessité d'une responsabilité détachée de la faute. On parle de la responsabilité objective. Dans ce cas, il est impossible de prouver l'absence de faute pour s'exonérer, étant donné qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute. Nous allons étudier 2 arrêts qui ont marqué la responsabilité du fait des choses. Il s'agit de l'arrêt Teffen du 16 juin 1896 et de l'arrêt Gendeur. Dans l'arrêt Teffen, un remorqueur à vapeur avait explosé, causant la mort de M. Teffen, le mécanicien. L'explosion avait pour origine un vice de construction, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée, ni à M. Teffen, le mécanicien, ni au propriétaire du remorqueur à vapeur. Donc aucune responsabilité ne pouvait être engagée et la victime ne pouvait pas être indemnisée. La Cour de cassation a accepté d'indemniser la veuve du mécanicien au titre de la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 1242, une première pour la Cour de cassation. Dans l'arrêt Gendeur du 13 février 1930, une adolescente, Lise Gendeur, est renversée et blessée par un camion alors qu'elle traverse la chaussée. La Cour de cassation a fixé la responsabilité du fait des choses en visant l'article 1242. Elle a édicté une présomption de responsabilité, et non une présomption de faute, à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. Le critère de la garde est très important ici. Dans un deuxième temps, je vais aborder le principe général de la responsabilité du fait des choses. 4 conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité du fait des choses. La première condition, c'est un dommage, par exemple une blessure. La deuxième condition, c'est le fait d'une chose, par exemple une table qui se casse. La troisième condition, c'est un gardien, en l'occurrence le gardien de la table, le propriétaire du gardien, même s'il y a une différence entre le gardien et le propriétaire, mais nous y reviendrons plus tard. La quatrième condition, c'est le lien de causalité entre le dommage, le fait d'une chose et le gardien. Dans un troisième temps, nous allons étudier les hypothèses particulières de la responsabilité du fait des choses. Tout d'abord, la responsabilité du fait des animaux, et ensuite la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. La responsabilité du fait des animaux est à l'article 1243 du Code civil. Cette responsabilité signifie que tout propriétaire d'un animal, la nature zoologique de l'animal est indifférente, verra sa responsabilité engagée si celui-ci a causé un dommage à autrui. Un animal sauvage, donc sans propriétaire, ne pourra engager la responsabilité de quiconque en cas de dommage. En effet, sans propriétaire, il n'est pas possible d'engager la responsabilité de quelqu'un. Vous l'aurez compris, il faut mieux se faire mordre par un chien que par un loup. Pour la deuxième hypothèse particulière, c'est la responsabilité du fait des bâtiments en ruine à l'article 1244 du Code civil. Dans cette responsabilité, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine si cela est dû à un défaut d'entretien ou par le vice de la construction. Ces hypothèses sont très rares en pratique, surtout dans le cadre du CRFPA. Dans un dernier temps, je voudrais aborder les régimes spéciaux qui ne seront pas étudiés dans cette vidéo. En revanche, il faudra être vigilant car ce sont des régimes exclusifs, donc le droit commun ne s'applique pas. Il s'agit des accidents de la circulation de la loi 1985, dite loi Badinter, et les produits défectueux, la loi de 1998 s'applique.
Nous allons étudier les 4 conditions de la responsabilité du fait des choses, à savoir un dommage, le fait d'une chose, un gardien, un lien de causalité. Pour commencer, le dommage. Gardons en tête qu'il faut indemniser tout le préjudice, mais rien que le préjudice. J'ai choisi de ne pas redévelopper cette partie sur le dommage afin d'aller droit au but. Pour les plus curieux, je vous conseille de revisionner la vidéo sur la responsabilité du fait personnel dans laquelle je développe toute la nomenclature d'un TILAC. Nous allons commencer par le petit a, catégorie de dommages réparables. En bref, je tiens à rappeler qu'il y a des préjudices patrimoniaux, qui est l'atteinte au patrimoine d'une personne, et des préjudices extra-patrimoniaux, qui représentent l'atteinte à l'intégrité physique. Et il y a d'autres préjudices, par exemple les préjudices économiques d'une entreprise. Maintenant que nous avons fait un rappel des catégories de dommages réparables, il faut étudier les caractéristiques du dommage. Le préjudice doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit résulter du fait dommageable. Il doit également être certain, c'est-à-dire que le préjudice ne doit pas être éventuel, il peut être actuel ou futur dès lors qu'il est certain. Et enfin, le préjudice doit être légitime. La victime doit être dans une situation conforme à la loi. Si toutes les conditions sont réunies, alors le dommage est bien réparable et la condition est respectée. Après le dommage, nous allons étudier la deuxième condition, le fait d'une chose. Nous allons commencer par la définition de la chose. J'ai choisi de faire un tableau pour plus de visibilité. Est une chose, un meuble ou un immeuble, une chose en mouvement ou pas en mouvement, les choses dangereuses ou pas dangereuses. À l'inverse, n'est pas une chose les choses qui relèvent d'un régime spécial, par exemple les véhicules qui relèvent de la loi Badinter pour les accidents de la circulation. Le corps humain n'est pas une chose, et les choses sans maître ne sont pas une chose également. Comme vous pouvez le constater, ce sont des critères assez larges qui englobent presque toutes les choses qui existent. Maintenant que cette chose est définie, nous allons étudier le fait de la chose. Le gardien verra sa responsabilité engagée que si la chose a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Cette notion renvoie à une exigence de causalité. Ici aussi, j'ai choisi de faire un tableau pour vous faire comprendre le rôle actif de la chose et ses modes de preuve. On différencie entre s'il y a eu contact entre la chose et le dommage ou s'il n'y a pas eu contact. Dans les hypothèses avec contact, si la chose est en mouvement, il y a une présomption de rôle actif, à charge pour le gardien de rapporter la preuve contraire. En revanche, si la chose est inerte, alors il faut différencier selon que la chose ait été en position anormale ou normale. Par exemple, une vitre qui se brise au contact d'une personne est considérée comme anormale, ce qui paraît assez logique. En revanche, un muret en béton délimitant un passage piéton visible est considéré comme normal. Après la condition d'un dommage et la condition du fait d'une chose, nous allons voir ensemble la troisième condition, un gardien. Tout d'abord, les critères de la garde seront étudiés, puis nous verrons le transfert de la garde. Concernant les critères de la garde, avant, le propriétaire était le gardien de la chose, même si la chose lui avait été volée. Comme vous vous en doutez, cela était injuste pour le propriétaire qui était responsable alors qu'il s'était fait voler la chose. La Cour de cassation a remédié à cette injustice par le célèbre arrêt Franck le 2 décembre 1941. En l'espèce, une voiture volée a renversé et blessé mortellement un individu. Les ayants droit de la victime avaient alors assigné le propriétaire du véhicule dépossédé de sa voiture au moment des faits à cause du vol, mais la Cour de cassation a adopté une conception matérielle de la garde dans la mesure où elle a considéré qu'une personne privée de l'usage, la direction et du contrôle de sa voiture du fait du vol n'était plus le gardien. Donc la Cour de cassation a défini la notion de garde avec 3 conditions: l'usage, le contrôle et la direction. Si ces 3 conditions sont réunies, alors la notion de garde est retenue à l'encontre du gardien. En principe, la garde est alternative, donc une seule personne peut exercer la garde. Mais que se passe-t-il si plusieurs personnes ont des pouvoirs identiques sur la chose? Eh bien, nous parlons de garde collective. La garde collective est caractérisée
lorsque plusieurs personnes ont ensemble des pouvoirs identiques d'usage, de contrôle et de direction. On parle de co-gardiens, et ces co-gardiens ont une responsabilité in solidum. C'est le fameux exemple de quand une personne est victime d'une balle perdue, alors l'ensemble des tireurs de la partie de chasse sera responsable in solidum si on n'identifie pas le tireur. Plusieurs questions peuvent se poser. Par exemple, un enfant peut-il être gardien? Eh bien oui, la Cour de cassation a jugé dans l'arrêt Gabillet en assemblée plénière du 9 mai 1984 qu'un enfant peut être gardien d'une chose sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il est pourvu ou non de discernement dès lors qu'il a l'usage, le contrôle et la direction. Cette solution n'est pas surprenante dans la mesure où un enfant peut être aussi fautif, comme nous l'avons vu dans la responsabilité du fait personnel, puisque l'élément subjectif de la faute a été supprimé. On peut aussi se poser la question, un préposé peut-il être gardien? En principe, le commettant demeure gardien car le lien de subordination empêche le préposé d'avoir les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 décembre 1936. En revanche, il y a deux exceptions où la garde reste indépendante. Le préposé a commis un abus de fonction et le préposé a utilisé la chose d'un tiers. Dans ce cas, la garde est attribuée soit au préposé, soit au tiers. La dernière question est plus délicate, mais se pose souvent en pratique. Qu'en est-il du gardien de la structure et du comportement? Autrement dit, est-ce qu'une personne qui ouvre une bouteille d'oxygène qui explose est responsable ou est-ce que le fabricant de cette bouteille est responsable? L'arrêt Oxygène liquide en date du 5 janvier 1956 établit une distinction entre la responsabilité du gardien du comportement, si le dommage est dû au comportement d'une personne, avec la manipulation ou l'utilisation de la chose, et la responsabilité du gardien de la structure, donc le fabricant ou le propriétaire, si le dommage est dû à la structure de la chose, comme un défaut de fabrication ou de conception. Après avoir étudié les critères de la garde, il est important de s'interroger sur le transfert de la garde. Et je vous ai mis le symbole d'une clé USB pour bien y penser. Il y a une présomption simple. Le propriétaire est gardien de la chose. Mais cette présomption peut être renversée. Le propriétaire peut démontrer qu'au moment des faits, la garde a été transférée volontairement ou non à un tiers, qui est d'ailleurs détenteur précaire. Donc le propriétaire n'a plus l'usage, le contrôle et la direction. Par conséquent, il ne peut pas être responsable. La quatrième condition est le lien de causalité entre le dommage, le fait d'une chose et le gardien. L'essentiel à retenir est qu'il y a deux théories pour caractériser le lien de causalité. Il y a tout d'abord l'équivalence des conditions. C'est une conception large de la causalité. Elle consiste à placer sur un même plan toutes les circonstances qui ont concouru à produire le dommage. Elles sont équivalentes et chacune est donc la cause du dommage. Cette théorie a le mérite de la simplicité. Mais le problème est que cette théorie reconnaît un rôle causal à des événements ayant un rapport très lointain avec le dommage. La deuxième théorie est la théorie de la causalité adéquate. C'est une conception plus étroite de la causalité. Elle invite à rechercher, parmi les multiples causes possibles du dommage, celle qui apparaît comme ayant conduit au dommage. Une tendance de la jurisprudence se dégage. Lorsque l'on est dans une responsabilité pour faute, alors on applique l'équivalence des conditions. Lorsque l'on est dans la responsabilité sans faute, on applique la causalité adéquate. Pour vous en souvenir, il y a un A dans la responsabilité pour faute et un A dans l'équivalence des conditions, alors qu'il y a deux A dans la responsabilité sans faute et deux A dans la causalité adéquate. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute, car c'est une responsabilité objective. Donc la jurisprudence retient la causalité adéquate. C'est justement parce qu'il était difficile de prouver la faute que l'on a créé la responsabilité du fait des choses, une responsabilité sans faute. Nous allons étudier très brièvement les causes d'exonération. Tout d'abord, à la force majeure. C'est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. Elle a trois caractéristiques. Imprévisible, donc impossible de la prévoir,
irrésistible, être insurmontable et on ne peut pas l'éviter, et extérieure. Donc elle doit être étrangère à la personne ou au bien de celui qui l'invoque. Ensuite, il y a le fait du tiers. S'il a les caractères de la force majeure, c'est-à-dire s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur, alors il y a une exonération totale. A l'inverse, s'il n'y a pas tous les caractères de la force majeure, alors l'exonération est partielle. La faute de la victime est une troisième cause d'exonération. Si elle a les caractères de la force majeure, donc si elle est imprévisible, irrésistible et extérieure, il y a une exonération totale, et par symétrie, si elle n'a pas tous les caractères de la force majeure, alors il y a une exonération partielle, sauf exception, comme la faute intentionnelle de la victime où il y aura une exonération totale. L'acceptation des risques est aussi une cause d'exonération, mais elle est limitée aux risques normaux. Je vais comme d'habitude vous faire un petit récapitulatif de la responsabilité du fait des choses. Rappelons les 4 conditions. Il faut tout d'abord un dommage, qui doit être réparable, c'est-à-dire être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, ou dans une autre catégorie. Il doit répondre aux 3 caractéristiques, être direct, certain et légitime. Ensuite, la deuxième condition, c'est la chose. La chose a une définition assez large comme nous l'avons vu dans le tableau. Il faut que la chose ait eu un rôle actif. Les modes de preuve sont différents selon que la chose ait été en contact ou non et que la chose soit inerte ou en mouvement. Puis la troisième condition, il faut un gardien. 3 critères sont nécessaires pour qualifier le gardien. Il faut l'usage, le contrôle et la direction. Mais il ne faut pas oublier que la garde peut être transférée, même si la présomption de gardien pèse sur le propriétaire. La dernière condition est le lien de causalité entre le dommage, la chose et le gardien. Il faut avoir en tête les 2 théories. Enfin, il faut toujours vérifier si une cause d'exonération peut s'appliquer. Si toutes les conditions sont respectées et qu'aucune des causes d'exonération ne peut s'appliquer, alors la responsabilité du gardien est engagée et la victime sera indemnisée.